le poids du vieillissement, le scénario tendanciel et le coût du vieillissement. En 8 minutes chacun, vous avez intérêt à être alerte. Et compte tenu de l'exposé précédent, j'aimerais revenir sur une jolie expression. Un économiste célèbre, au moment de recevoir le prix Nobel, expliquait qu'il avait préféré abandonner la physique et faire de l'économie, parce qu'il ne serait pas obligé de vérifier ses hypothèses. Donc, plaisanterie finie, j'ai le plaisir d'introduire en fait Lionel Rago, professeur à Évry, mandat chaire transition démographique. Alors, le thème de son intervention, c'est le coût de l'allongement, de l'espérance de vie pour les comptes de la protection sociale. Alors, si nous avions du temps, j'aurais commencé par une interrogation, en fait. Il y a combien d'incertitudes dans la question, en fait? Le coût, l'espérance de vie, les comptes de la protection sociale. Vous avez 8 minutes et bonne chance. Merci. Effectivement, c'est un exercice difficile, en plus qui introduit cette table ronde. Le choix qui a été fait, ça aurait pu être de présenter les différentes études qui ont été menées aussi bien par le corps sur les projections des dépenses de retraite, les besoins de financement, les études menées par l'ancienne DGTPE, enfin la direction du Trésor, sur les dépenses de santé, etc. Le choix qui a été fait ici, c'est que justement dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat avec l'Institut Montparnasse, nous avons construit, nous développons encore un modèle d'équilibre général calculable, donc un modèle macroéconomique qui a pour ambition justement de déterminer les modes de financement, les différents modes de financement de la protection sociale. Et je vais utiliser ce modèle-là justement pour donner quelques éclairages sur le coût de l'allongement d'espérance de vie pour les comptes de la protection sociale. Auparavant, j'aimerais peut-être, parce que j'introduis un peu cette table ronde, rappeler quand même quelques faits sur le vieillissement en France, parce que je crois quand même que, et dans l'introduction, Jean-Hervé Lorenzi l'a rappelé, quand vous discutez avec les Allemands, ils sont l'air beaucoup plus préoccupés que nous, et on va voir la raison pour laquelle avec quelques petits graphiques. Donc ici, vous avez la pyramide des âges France et Allemagne en 1950, et je vais peut-être vous laisser défiler au fur et à mesure, vous allez voir. En 1970, la déformation qui commence, donc on a une bonne visualisation avec la pyramide d'âge du vieillissement. Alors allez-y, 1990, et on voit que notre pyramide, elle ressemble de moins en moins à une pyramide pour ressembler de plus en plus à un cône. Et arrêtez-vous peut-être ici, vous revenez juste en arrière, 2030 je crois, voilà, 2030, vous voyez bien que la situation en France et en Allemagne n'est pas du tout similaire, puisque vous avez les personnes âgées là, qui gonflent énormément par rapport à la base. Alors, on poursuit, ça c'est sur la base des projections de l'ONU, donc qui sont assez légères. Il y a des hypothèses fortes derrière, mais je crois que ce n'est pas l'objet ici d'en discuter. Donc 2050, 2070, 2100, et on voit que finalement on arrive à quelque chose d'assez similaire, parce que justement, on va le voir après dans les hypothèses, il y a une convergence de l'Allemagne qui revient vers la situation française. Donc ça veut quand même dire qu'à l'horizon 2030-2050, on va avoir une situation assez contrastée dans le vieillissement entre la France et l'Allemagne. Pourquoi? Parce que la France, elle connaît un vieillissement qu'on appelle par le haut, c'est-à-dire que les gains d'espérance de vie, mais il ne se passe pas grand-chose sur le bas, c'est-à-dire qu'au niveau de la fécondité, il n'y a pas de modification sensible, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, et on va voir que ça entraîne des conséquences, en particulier sur la perspective de croissance, qui sont non négligeables. Alors si on va un peu plus loin, ben voilà, là c'est l'espérance de vie à la naissance, donc on commence pareil, 1950 jusqu'en 2100, c'est les hypothèses de l'ONU, et là, il n'y a pas de grande disparité, donc il y a la France, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, Japon. Tous les pays connaissent des gains sensibles. Ça, c'est le vieillissement par le haut. Les gens vivent plus longtemps. Donc, et si on va ensuite le graphique d'après, c'est là où la différence est principale entre la France, les États-Unis d'un côté, et l'Italie, l'Allemagne ou le Japon. C'est au Japon que c'est le plus marqué le phénomène de vieillissement. Parce que le taux de fécondité a baissé par rapport à 1950, bien sûr, mais il a moins baissé en France et aux États-Unis. Il a même tendance à remonter un petit peu. Alors que dans les autres pays, il a chuté profondément. Après, c'est des projections. Donc l'ONU prévoit que ces pays-là vont revenir à des taux similaires à ceux que connaissent la France et les États-Unis. Et alors, je pense que c'est le graphique suivant. Voilà. Donc ici, vous avez l'évolution de la population en âge de travailler. Les 15-65 ans, habituellement, dans ce genre de travaux. Qui est en base 100, comme il y a des ordres de grandeur assez différents entre les États-Unis et les États-Unis, par exemple.
donc qui est en basse 100 en 2010, hein, aujourd'hui en basse 100 en 2010, et vous voyez qu'il y a deux pays qui vont voir leur population en âge de travailler continuer à croître, très très légèrement en France, c'est la courbe en rouge, hein, donc 2010, on est en basse 100, tout le monde est identique en 2010, et donc qui va croître très très légèrement, alors qu'aux États-Unis, on va connaître une croissance toujours assez sensible de leur population en âge de travailler, et dont l'une des principales explications, c'est pas seulement toute fécondité, c'est comme l'a rappelé Ivar Ekland, c'est les flux migratoires qui restent importants. Alors que dans les trois autres pays, hein, Allemagne, Italie, Japon, c'est marquant, hein, ça veut quand même dire qu'on va avoir une baisse de 40% de la population en âge de travailler au Japon à l'horizon 2100, si ces projections démographiques se concrétisent. Hein. Et en Allemagne, on a une baisse de entre 20 et 30%. Et c'est là où la différence est sensible, parce qu'en France, on n'aura donc pas de baisse de la population active. Donc effectivement, il va falloir financer plus longtemps les besoins des personnes âgées, mais avec une base productive qui reste à peu près similaire, alors qu'en Allemagne, il va y avoir une diminution sensible. Donc, je voulais juste rappeler très rapidement cette particularité française. Alors, ceci étant dit, maintenant, si on revient plus en détail voilà, sur le vieillissement de la population française. Là, c'est les dernières projections 2010 de l'INSEE. Donc, on va s'arrêter en 2050, on va pas aller sur 2100, et on voit qu'effectivement, la France va continuer à voir sa population croître, hein, donc il n'y a plus de risque de déclin démographique, comme on avait pu le craindre à un moment au début, à la fin des années 90, début des années 2000, avec un gain au niveau de la population totale d'environ 10 millions. On voit que la population d'âge de travail, là, qui est en rouge, ça augmente très légèrement, comme on l'a vu sur le graphique précédent, et le graphique suivant, s'il vous plaît. Par contre, effectivement, c'est la population des 65 ans et plus qui va croître très très sensiblement, c'est le vieillissement par le haut. Et le meilleur indicateur, c'est le ratio de dépendance. La population des 65 ans et plus sur la population des 15-64, on va passer de 26% en 2010 aujourd'hui à pratiquement 46% en 2050. Alors, comme notre système de protection sociale est un système ascendant, c'est-à-dire que ce sont les jeunes actifs qui financent les vieux inactifs, que ce soit au niveau de la santé ou des retraites, eh bien on voit bien que ce problème du vieillissement va peser sur les finances de la protection sociale. Donc, nous avons un modèle d'équilibre général calculable et donc on a un cadre macroéconomique cohérent qui reprend, le choix qu'on a fait pour l'instant, c'est de reprendre les hypothèses macroéconomiques qui ont été utilisées pour faire les projections du corps, les projections de la direction du Trésor sur les dépenses de santé, etc., qui sont basées sur les mêmes hypothèses macroéconomiques. Donc on met tout ça ensemble et on veut regarder globalement ce que ça donne. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces hypothèses sont extrêmement favorables. Hein, c'est que les hypothèses de protection du corps ou de la GTPE, on est sur une croissance de la productivité du travail de 1,7%, on a un taux de chômage de 5% en 2020-2030, etc., etc. Donc on les garde, on ne juge pas si c'est crédible ou pas, on les garde, et si on garde ces hypothèses, ben effectivement, on va juste en arrière, le besoin de financement de l'ensemble de la protection sociale à l'horizon 2050, c'est environ 2,8% du PIB. Ce qui ne paraît pas énorme, hein, par rapport à ce qu'on entend sur les problèmes du financement. Mais si on détaille, juste le slide d'après, merci, si on détaille, on se voit bien que sur les seules branches retraite et santé, si on cumule ces deux branches, on n'est pas à 8, on est à 4,4, on est presque à 4,5% du PIB. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à seulement 2,8 sur l'ensemble de la protection sociale? Parce que nos hypothèses très très favorables, et ben les autres branches sont excédentaires. Hein. Les autres branches, ça d'après, vous voyez, elles sont excédentaires, en particulier le chômage, puisqu'on est à structure constante. Alors, c'est pas ça les effets du vieillissement. C'est pas de dire on va être à un besoin de financement de 4,5% du PIB sur les branches retraite et santé, parce qu'il y a plein de processus. Et donc je vais en terminer là. Ce modèle-là, il va nous permettre de mesurer en partie quel est le coût du vieillissement sur les besoins de financement de la protection sociale. En faisant quoi? En faisant un exercice variantiel où on regarde ce qui se passe dans cette économie avec les mêmes hypothèses sur la structure de financement. Hein. On ne change que l'aspect démographique, où on bloque le phénomène du vieillissement démographique. Donc on va faire un exercice variantiel où il n'y a pas de vieillissement. Alors, c'est pas à partir de 1950 hein, où les gains ont été commencés à être importants sur
d'espérance de vie, on bloque tous les taux de mortalité à leur valeur de 2010. Donc on regarde ce qui se passe si la population française ne connaît pas, à partir de 2010, les gains en termes d'espérance de vie qui sont dans les projections officielles. Donc c'est le scénario, le slide d'après, c'est un scénario qu'on va appeler sans vieillissement. Donc qu'est-ce qui se passe si, à partir d'aujourd'hui, on n'a pas les gains d'espérance de vie qui sont annoncés dans les projections démographiques? Alors sans surprise, la population française va diminuer de 5,2%, mais c'est essentiellement dans la population des plus de 65 ans. La population active, elle diminue légèrement parce que il y a des gains aussi dans les taux de mortalité dans les âges actifs. Donc il y a un petit effet, mais qui est infime. Et on va arriver tout de suite au slide d'après. Donc encore après, voilà, c'est le dernier, ça va être le dernier. Donc qu'est-ce qui se passe, même celui d'après encore, voilà, comme c'est le dernier, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que le besoin de financement, c'était 1,7% pour le régime de retraite à l'horizon 2050. Sans le phénomène de vieillissement, le régime de retraite a un petit excédent de 0,2%. Pour simplifier, il est à l'équilibre, d'accord? Alors que la branche santé, qui avait un besoin de financement de 2,7%, eh ben, elle reste toujours avec un besoin de financement de 1,4%. Et donc ça, c'est un résultat qui a été mis en évidence également, enfin essentiellement par la chaire santé, où ils ont démontré que les besoins, l'augmentation des dépenses de santé projetées dans le futur ne venait pas essentiellement, principalement, du vieillissement démographique. Donc, voilà quelques résultats qui peuvent permettre de donner quelques chiffres, quelques éclairages sur ce que ça va impliquer, ce vieillissement, si on ne change pas les structures des dépenses et de recettes de la protection sociale. Merci Lionel. Exercice difficile en 8 minutes, nous parler de nos 50 années à venir. Merci d'avoir joué le jeu. Jean-Michel Laxalt. Oui, bonjour tout le monde. J'ai effectué une légère déviation puisque le thème était le coût du vieillissement et j'ai choisi d'intituler mon propos le prix du vieillissement. Ce n'est qu'un propos que je vais tenir. Et justement, nous voulons l'appuyer sur des études, d'où le partenariat avec la chaire Transition économique et Transition démographique, afin d'éclairer le débat public et, si possible, les choix des décideurs. Alors, premier transparent, il vous donne tout de suite mon état d'esprit. Il arrive. Il n'est pas là? Je sais pas. Voilà, c'est ça? Non, revenez au premier. C'est ça. C'est ça que vous avez en premier? D'ailleurs, revenez en arrière. Ben voilà, oui, c'est le sous-titre. Le vieillissement a un coût, certes, mais la longévité a un prix. Et dans le débat public, on parle beaucoup de la première partie, du coût du vieillissement. Ceci est très objectivé par des statistiques abruptes, souvent brutales, mais on ne parle pas assez du second. La longévité a un prix, en tout cas ce n'est pas objectivé. Sinon la motivation pour nos études et partenariats. Alors on peut passer au suivant. Le vieillissement, oui certes, mais des personnes, mais aussi des institutions. Moi ce qui me frappe, c'est d'abord le vieillissement de l'institution sécurité sociale. 65 ans. Et donc, cette institution est dans une phase où après une montée en maturité, une montée en charge, la redistribution, santé, retraite, toute une période d'universalisation des droits, nous sommes dans une nouvelle phase pour ce système de sécurité sociale. Bien sûr caractérisé par la césure économique à la fin des 30 Glorieuses, et par des perspectives de croissance fort modestes. Je n'ai pas qualité pour en parler, surtout pas ici dans cette enceinte, mais enfin, je me suis arrêté à l'interrogation de 2010-2020, qui était moins loin que Lionel Rago, mais je pense que l'interrogation sur la croissance, elle vaut aussi au-delà. Or, c'est justement à partir de la fin des 30 Glorieuses que dans notre pays, on a engagé l'universalisation des droits et l'accroissement des droits, à partir du début des années 70 sur la retraite et les années 80-90. Il y a eu un déphasage dont on voit les effets aujourd'hui. Et sur la question financée autrement, il
La question c'est faut-il financer autrement? La réponse est il faut financer, et nécessairement autrement. Parce qu'il y a une désadéquation de l'assise économique du financement de la sécurité sociale par rapport à l'assise prévue à l'origine. Entièrement, c'est le financement assis sur le travail salarié, qui était l'élément majeur et quasi exclusif de la productivité économique dans notre pays. Or, aujourd'hui, la crise du travail, il faudrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais forcément, la crise du travail provoque une crise du financement de la sécurité sociale. Enfin, notre économie vit sans drame excessif, avec, depuis 20-25 ans, 2 à 4 millions de personnes en dehors du marché du travail. C'était impensable à l'époque, au démarrage de la sécurité sociale, qu'un pays, une économie puisse vivre avec des millions de personnes hors du travail. Nous y sommes, et depuis longtemps. Les nouveaux facteurs de productivité, au-delà du travail salarié, et puis la mondialisation de la production et des échanges. Bien des personnes ici sont plus qualifiées que moi pour en traiter. Alors on peut aller au suivant. Alors, voilà, moi ce que je voudrais, c'est que l'on ait un nouveau regard sur le financement, sur la sécurité sociale, et des études pour objectiver ce nouveau regard. Jean-Hervé Lorenzi l'a un peu abordé. On ne parle que du coût, et quand on parle du coût, on en parle comme des dépenses improductives qui sont une charge, c'est le terme généralement employé, et même un handicap pour notre pays dans la compétitivité internationale. Alors, pour centrer sur les finances de santé, financer la santé, c'est financer un secteur économique dynamique, au-delà du mieux-être de la cohésion sociale, que chacun a bien perçu, mais c'est aussi, ce sont des dépenses avec un retour économique. Certains, lors d'un colloque vendredi dernier, et avec une autre étude universitaire, à partir d'éléments qui sont assez peu disponibles, mais dans la lecture du PIB, si l'on examine en termes de production, de valeur ajoutée, le secteur de la santé a un impact et une valeur ajoutée supérieur au secteur du BTP, et bien sûr supérieur à des secteurs, par exemple l'hôtellerie, restauration, dont on parle particulièrement ces temps-ci. Ceci n'est pas mis dans le débat public, mais l'écart est très significatif. C'est entre 9 et 10% du PIB en termes de production et de valeur ajoutée. On va dire aujourd'hui, presque la même. Bon. C'est financer des besoins accrus de protection sociale, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais les fractures sociales créent des besoins sociaux importants, et ces fractures sociales sont bien sûr des factures sociales également. Il faut mettre en contribution toutes les formes actuelles des revenus des particuliers comme des revenus des entreprises. On a dans notre pays effectué une réforme profonde concernant les revenus des particuliers, c'est la CSG, en considérant que les revenus du travail ne sont pas les seuls revenus. Le revenu du travail salarié ne sont pas les seuls revenus des personnes, mais c'est vrai aussi des entreprises. Au-delà du travail salarié, la productivité, tous les gains de productivité, les résultats financiers qui constituent les résultats des entreprises, en fait il faudrait pour les entreprises faire l'équivalent de CSG des entreprises, comme on a fait une CSG des particuliers, et s'interroger à partir d'une réalité qui est celle de flux économiques et financiers qui sont mondialisés, et dont la part mondialisée s'accroît de plus en plus. Ne faudra-t-il pas élargir le périmètre de solidarité au-delà des contributions sur le périmètre national, et considérer qu'une bonne partie de l'Europe, la partie la plus occidentale, est avec nous la seule partie au monde ayant des systèmes de protection sociale collective. Ne faudra-t-il pas européaniser le périmètre de cohésion sociale et de financement solidaire? La question est posée. J'ai un présupposé de réponse positive. Et ma conclusion, tout ceci coûte cher, c'est vrai. La sécurité sociale est coûteuse, mais est-elle vraiment plus coûteuse que l'insécurité sociale? À chacun de répondre. Merci, Rachel. Revenons aux économistes. Brigitte Ormond, titulaire de la chaire santé Dauphine. Vous avez la responsabilité en 8 minutes de nous montrer que vos études contredisent les idées reçues. Très bien, merci beaucoup.
Je suis titulaire de la chaire Santé, Risque, Assurance, qui est une des chaires de la Fondation du Risque logée à l'ILB, à l'Institut Louis Bachelier, qui a été décrit ce matin. Donc je vais essayer d'aborder le sujet de cette table ronde. Alors en redisant quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, mais il faut bien le dire, hein, le vieillissement c'est quand même tout d'abord une bonne nouvelle, c'est la contrepartie des progrès médicaux. Enfin, maintenant on vit plus longtemps et en meilleure santé. C'est essentiellement dans un pays comme la France, comme dans les pays développés, l'accroissement de la longévité qui crée ce phénomène de vieillissement. Dans les pays en développement, ou dans la France et l'Angleterre du 19e siècle, c'était des progrès contre la mortalité infantile qui permettaient d'augmenter l'espérance de vie. Maintenant, dans les pays développés, c'est essentiellement les progrès dans la lutte contre la mortalité aux âges élevés qui sont à la source des gains d'espérance de vie. On a donc un accroissement de la longévité qui se traduit par ce qu'on appelle un vieillissement de la population, donc, qui est un terme très critiqué par certains démographes, puisqu'il revient à constituer la population comme un individu. Donc, ce qu'on appelle vieillissement de la population, c'est une augmentation de la proportion de personnes âgées de plus qu'une borne choisie arbitrairement, par exemple 65 ans et plus, dans la population. Alors le vieillissement, je pense qu'il faut d'abord le prendre comme une bonne nouvelle, et c'est vrai que la terminologie vieillissement tend à être péjorative, et il faudrait peut-être réfléchir à d'autres termes pour changer un peu de discours et répondre à l'appel de Jean-Michel Laxalt. Avec cet accroissement de la longévité, on assiste dans beaucoup de pays à une amélioration de la santé à âge donné. On a donc une augmentation de la longévité et une amélioration de la qualité de vie. Tout ceci a une valeur qui en général n'est pas comptabilisée, pas valorisée. Il y a uniquement quelques études réalisées pour l'essentiel par des Américains qui cherchent à construire, à valoriser, à construire une mesure monétaire de ces gains en termes de longévité et de qualité de la vie. Et ils obtiennent des résultats tout à fait impressionnants. Il y a une étude qui a été réalisée par des économistes de l'école de Chicago, Murphy et Topol, qui aboutit sur la base des gains en longévité obtenus aux États-Unis entre 1970 et 2000, que ces gains valorisés en unité monétaire représenteraient 30% du PIB chaque année entre 1970 et 2000. Donc on aboutit à une valeur tout à fait considérable qui tendrait à justifier les dépenses de santé, puisque ici les gains seraient très supérieurs au coût, qui est actuellement de 15% du produit intérieur brut aux États-Unis. Alors j'en viens maintenant à la question du vieillissement. Est-ce que le vieillissement est un problème pour les dépenses de santé? Donc, je me focalise sur les dépenses de santé, puisque c'est le rayon avec la chaire santé. Alors quel est l'impact du vieillissement sur les dépenses de santé? Je crois qu'il faut distinguer croissance des dépenses de santé et niveau des dépenses de santé. Le vieillissement de la population, en fait, on a pu mesurer, estimer, et on a confirmé nos travaux grâce au soutien de l'Institut Montparnasse, on a pu montrer que le vieillissement de la population joue très peu sur la croissance des dépenses de santé. Alors ça, ce sont des résultats qui sont obtenus souvent dans les estimations sur les modèles macroéconométriques réalisés couramment par l'OCDE ou la Commission européenne, et nous l'avons confirmé sur données microéconomiques en faisant comprendre le mécanisme sous-jacent. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on réfléchit au vieillissement et à la croissance des dépenses de santé, on a tendance à croiser deux courbes dans notre tête, qui est la courbe du vieillissement de la population. On sait que l'on prévoit à l'horizon 2050 une augmentation continue de la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population, donc c'est ce qu'on appelle le vieillissement. Et on croise cette courbe avec autre chose que nous connaissons bien, qui sont que pour un individu donné, ses dépenses de santé croissent avec son âge. Ce qu'on appelle le profil des dépenses de santé par âge, on sait que ce profil est croissant. On trouve des résultats du type par rapport au quadragénaire, quelqu'un qui a 70 ans et plus dépense en moyenne plus de 3 fois plus que quelqu'un qui a 40 ans, qui a la tranche des 40 ans. Donc ce profil croissant des dépenses par âge, croisé avec ce que nous savons du vieillissement de la population, conduit à la conclusion logique
que le vieillissement va contribuer à une croissance des dépenses de santé. Donc ça, ce raisonnement est juste, il est très partiel, et en fait, cette croissance qui résulte du vieillissement représente une très faible part de la croissance des dépenses de santé. Pourquoi? Parce que dans le temps, nos pratiques changent, et lorsqu'on observe ce profil des dépenses par âge au fil du temps, donc qui est un phénomène absolument non démographique, on regarde uniquement pour un individu donné ses dépenses de santé en fonction de son âge en 1992 par exemple, ou bien en l'année 2000, eh bien on voit qu'à âge donné, un individu de 50 ans dépense beaucoup plus en 2008 qu'en 1992. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe à âge et maladie donnée, on trouve la même chose. Un diabétique de 50 ans en 92 dépensait beaucoup moins qu'un diabétique de 50 ans en 2000 et beaucoup moins qu'un diabétique de 50 ans en 2008. Donc il y a ce que nous appelons les changements de pratique à âge et morbidité donnée qui expliquent l'essentiel de la croissance des dépenses de santé. Quand on regarde le déplacement vers le haut de ce profil des dépenses par âge, un phénomène absolument non démographique, je le répète, on trouve des dérives de 30, 40, 50% sur un espace de 8 ans. Alors que le vieillissement proprement dit ne joue que pour 1 ou 2 points de croissance. Alors sur la période rétrospective 2000-2008, donc nous avons fait une étude qui est publiée dans l'opuscule du CEPREMA, enfin bon, il y a certains exemplaires à l'entrée, mais pas ce que j'ai écrit. Et donc on a effectué une décomposition pour l'année 92-2000 et nous l'avons refait pour l'année 2000-2008. Et nous trouvons par exemple que la variation des dépenses de santé est de 20,5% sur notre échantillon, donc 20% de croissance sur 8 ans. Et dans ces 20%, seulement 3 points sont dus au vieillissement proprement dit. Et 13 points sont dus au changement de pratique à âge et à morbidité donnée. Donc c'est l'essentiel de la croissance des dépenses de santé est dû au changement de pratique. Alors quel est le message de ce résultat? Tout d'abord, la croissance des dépenses de santé ne résulte pas d'un phénomène exogène incompressible. Le vieillissement joue assez peu. Les changements de pratique résultent de nos choix en termes de changements technologiques, d'offres de soins, de couverture et d'accès aux soins. Donc nous pouvons essayer de maîtriser ces changements de pratique, nous pouvons essayer de gagner en efficience de la dépense. Donc ça c'est le premier message. Et deuxième message, effectivement, le vieillissement joue assez peu. Alors le vieillissement joue assez peu sur la croissance des dépenses de santé, mais le vieillissement est-il un problème pour la protection sociale, pour la couverture des dépenses de santé? Je finis très vite. Donc autre chose est ce qui se passe en niveau. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour un individu donné, ses dépenses de santé peuvent varier du simple au triple selon qu'il est dans la tranche des 40 ans ou la tranche des 70 ans. Alors ceci pose un problème important d'organisation de la couverture assurantielle en France pour le secteur des complémentaires de santé qui actuellement met en concurrence des organismes qui peuvent avoir des compositions de leurs assurés, de leurs affiliés très différentes en matière de structure des dépenses par âge. Et donc la mise en concurrence de ces différents organismes fait une pression actuellement très forte à ajuster les primes d'assurance en fonction de l'âge. Et ça, je crois qu'il faudrait quand même avoir un débat de société sur la question de faut-il ou non ajuster les primes d'assurance complémentaire en fonction de l'âge. Que préférons-nous? Voulons-nous faire une mutualisation entre les âges ou voulons-nous ajuster en fonction de l'âge? Et là, le type de régulation choisi pour le secteur des complémentaires aura beaucoup d'importance sur ce débat. Merci Brigitte. Professeur Étienne Lehmann, la question c'est l'efficacité des incitations fiscales pour augmenter le taux d'emploi des seniors. On imagine qu'en ces temps de facilité budgétaire, la question est simple. À vous. Merci. Je vais commencer mon propos par rappeler un certain nombre de faits qui sont connus donc par ce graphique qui illustre un petit peu aux différentes tranches d'âge la fraction de la population qui a un emploi dans différents pays de l'OCDE.
Donc c'est ce qu'on appelle le taux d'emploi par montage. Donc vous avez en bleu le taux d'emploi des jeunes de 54 ans, en orange le taux d'emploi des moyenâgeux, aurais-je envie de dire, de 25 à 54 ans, et les seniors sur le marché du travail sont en rouge, de 55 à 64 ans, et en blanc vous avez le taux d'emploi. Je retiens deux leçons qui sont largement connues, mais qui me semblent intéressantes pour commencer le propos. Premièrement, c'est que les problèmes de non-emploi sont surtout concentrés aux extrémités de la galaxie. Il y a beaucoup moins de différentiels d'un pays à l'autre sur la tranche moyenâgeuse que sur les jeunes, que sur les seniors. Deuxièmement, on se rend compte que la performance en France en matière de taux d'emploi est très mauvaise par rapport à nos voisins. Donc j'ai réussi à trouver un pays qui faisait moins bien, qui était très bien, qui est la Belgique, mais qui comprend bien que la France sur la tranche d'âge 55 et 54 ans. Mais en dehors de ces deux pays, tous nos voisins font mieux que nous, voire même beaucoup mieux que nous, je pense à la Suède, par exemple. C'est intéressant, donc ça c'est un concept bien connu, mais il me semble aussi intéressant de regarder d'un point de vue dynamique si justement on s'intéresse un peu à notre voisin immédiat, qui est l'Allemagne, et qu'on regarde un peu l'évolution de cette taux d'emploi pour différentes tranches d'âge. Comment il se pratique. Les courbes en trait plein correspondent au taux d'emploi en France, une couleur correspond à une tranche d'âge, et les courbes en pointillés correspondent à l'Allemagne, et donc on voit les évolutions du taux d'emploi depuis la réunification. On constate que sur justement la tranche mondiale, il y a très peu de différence entre le taux d'emploi en France et le taux d'emploi en Allemagne. Alors que par contre, quand on regarde les courbes en rouge pour l'évolution de la tranche 55-59 ans, eh bien, les écarts commencent à arriver et les écarts s'accroissent. Aujourd'hui, on a 10 points d'écart sur le taux d'emploi des 55-59 ans entre la France et l'Allemagne en fin de période, alors qu'on en avait beaucoup moins dans les années 90. Le diagnostic est encore pire, j'ai envie de dire, la comparaison est encore plus frappante quand on regarde les différences d'âge de la tranche 60-64 ans, ce sont les chiffres de l'OCDE que j'ai ici, puisqu'on arrive aujourd'hui à plus de 20 points d'écart de taux d'emploi, alors que les écarts étaient beaucoup plus resserrés au moment de la réunification. Alors, évidemment, c'est un petit peu la conséquence du fait que les Allemands sont beaucoup plus préoccupés que nous par le vieillissement de la population, c'est on l'a rappelé tout à l'heure. Mais si par exemple on est appliqué aujourd'hui, on faisait cet exercice un petit peu mécanique qui consiste à dire, prenons la structure en 2010, la structure de la population française en 2010, et appliquons-lui un petit peu les taux d'emploi qu'ont connus les Allemands, que connaissent aujourd'hui les Allemands. Combien d'emploi on aurait en plus? Bien le chiffre, j'obtiens 1 300 000 en plus. 1 300 000 en plus en France, qui ont été capables de faire évoluer les taux d'emploi sur ces deux tranches d'âge, 55-59 ans et 60-64 ans, de la même manière que pas seulement si on les avait évolués, si on avait évolué. Alors ça représente quoi 1 300 000 emplois? Ça représente 5,2% d'emploi total. Donc si on veut à nouveau manipuler un peu les ordres de grandeur, c'est les coups de pointage, je ne prépare absolument pas de chiffres définitifs, mais 5% d'emplois, on peut grosso modo dire que ça représente 3 points de PIB en moins, c'est-à-dire 60 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le déficit de la balance commerciale. Loin de moi l'envie de dire que ce sont des chiffres définitifs, des chiffres qui doivent être affectés, etc. Mais c'est simplement pour donner un ordre de grandeur, c'est les enjeux qui présentent à faire remonter le taux d'emploi. Alors, la question suivante en termes de finances publiques, c'est si on arrive effectivement, si on arrive à faire partir une personne à la retraite un an plus tard, eh bien dans ce cas-là, il y a un certain nombre de ressources à gagner à dégager pour les finances publiques. Ces ressources, avec deux types de ressources. D'abord, parce qu'une personne qui travaille une année en plus, c'est une personne qui paye des prélèvements obligatoires pendant une année en plus, des prélèvements obligatoires sous forme d'impôts, de CSG, sous forme de cotisation sociale salariée, sous forme de cotisation sociale employeur. Et c'est aussi une personne à qui on doit verser, à qui son système de retraite doit verser une année de retraite en moins. Et donc si on se base, pour un nouveau, sur extrêmement rapide, très raffiné, et si on se base sur ce que se représente ce gâteau pour un salarié à plein temps au salaire moyen, on arrive à une économie de l'ordre de 25 000 euros par an. 25 000 euros par an multiplié par les 1 300 000 emplois rapides que j'ai dit tout à l'heure, ça représente 30 milliards d'euros. Ok, peut-être qu'effectivement, quand on affine davantage, qu'on se rend compte qui sont les gens qui partent plus tard à la retraite en Allemagne par rapport en France, on peut peut-être diviser ce chiffre par deux, parce que ce sont sans doute des gens qualifiés qui sont là. Ne prenons pas ce chiffre de 30 milliards d'euros pour argent comptant. Mais en tout cas, on n'est pas à 1,5 milliard d'euros. Et c'est ça les emplois, c'est ça qui sont. Donc maintenant, ce gâteau fiscal, ce gâteau à partager entre nous, lorsqu'on réussit à faire partir une personne à la retraite plus tard, c'est un gâteau qu'il faut évidemment partager entre au moins 3 individus. C'est-à-dire qu'il faut le faire partager d'une part en finance publique, parce qu'il y a un urgent besoin de redonner de la souveraineté
quitter le système public. Et c'est aussi quelque chose que voient les salariés des incitations. Et ça se traduit en termes de retraite plus avantageuse et aussi plus en jeu d'un retraite chiffrée de ce chiffre. Éventuellement aussi, un troisième, ça ce sera une question qui m'apporte. Est-ce qu'il est envisageable de donner une partie de ce gâteau fiscal aux employeurs pour les inciter aussi à garder leurs seniors plus longtemps dans les entreprises? C'est éventuellement une question qui, à mon avis, n'a que d'être posée. Il y a une dernière remarque que je voudrais faire sur cette question, qui est que ces gains, réussir à faire partir une personne à la retraite une année plus tard, apporte un gâteau fiscal, apporte des ressources qui ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. Quand on est sur une personne relativement peu diplômée, qui a un emploi rémunéré que le droit du SMIC, lorsqu'on s'intéresse à un cadre, c'est là beaucoup plus élevé. Et évidemment, une personne qui touche 4 fois plus apporte 4 fois plus grosso modo de cotisation et permet d'économiser 4 fois plus de retraite. Donc c'est important, lorsqu'on réfléchit à la planification fiscale, on rappelle les sécurités, les sécurités, on vient se rendre compte que réformer le système de retraite, réussir à faire partir les gens à la retraite plus tard, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences financières lorsqu'on s'intéresse aux ouvriers, aux employés, aux dépendants du SMIC ou autres. Alors, sur la base, un petit peu, quand on essaie de comparer vraiment les incitations à prendre sa retraite plus tard, un certain nombre de statistiques, on se rend compte en fait quels sont les déficits en France. Premièrement, on ne fait pas assez aux ouvriers qui sont pas. Deuxièmement, on n'est pas assez pour les salariés au-dessus qui gagnent un salaire relativement élevé. Et troisièmement, on est très mauvais pour les incitations fiscales sur les âges élevés au-delà de 65 ans. Et donc moi, en termes, si je veux donc pour conclure, qu'est-ce qui me semble important de regarder dans notre réforme, l'évolution du salaire de retraite, l'évolution des incitations à prendre sa retraite plus tard, c'est évidemment qu'il faut regarder l'ensemble des choses. Il faut faire des efforts, surtout pour les gens qui ont des salaires relativement élevés. Il faut aussi veiller à ce que les incitations soient développées, non seulement au-delà de ce âge légal, 62 ans, 63 ans, pour continuer 65 ans, 66 ans, 67 ans, pour le haut de la distribution. Mais pour le bas de la distribution, il semble important d'envisager, de réfléchir à inciter aussi les entreprises à maintenir les salariés peu rémunérés, seniors, au-delà de la retraite. Donc c'est pour ça que ça me semblerait important d'envisager de faciliter le maintien en bas d'échelle, donc de réfléchir à un renforcement de l'allègement de charge pour le salaire au-delà de 62 ans. Pourquoi le salaire? Parce que c'est là que le problème du travail se pose, il faut se préciser sur le salaire. Pourquoi au-delà de 62 ans? C'est qu'il faut éviter le maximum les problèmes d'opportunité fiscale. Merci. Vous avez compris que c'est difficile de faire des sprints successifs pendant le marathon d'une journée. Madame Anne-Marie Sophie Grave, directrice des retraites, vous avez une conclusion? Alors, c'est pas une conclusion, mais c'est plutôt, je pense, une illustration concrète en fait, exposée précédemment. Peut-être juste 2 mots de présentation sur la direction des retraites de la Caisse des dépôts. Donc, on veut dire que c'est une direction qui gère aussi régime de retraite ou fonds de protection sociale, et donc principalement les régimes de retraite de la fonction publique hors État. Et donc nous avons choisi, en fait, un peu pour illustrer le thème de cette table ronde, de prendre l'exemple d'un régime de retraite, une réforme qui a été mise en œuvre en 2008, puisque le régime de retraite est fortement impacté par l'augmentation de l'espérance de vie, et notamment la problématique de l'allongement de la durée de service des pensions. Donc c'est la réforme de l'IRPF. Une première diapo, je rappelle, mais ça a été dit, que les dépenses de retraite représentent 14% du PIB, 280 milliards d'euros. Alors, en ce qui concerne l'IRCANTEC, c'est un régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des activités publiques. Alors, c'est un régime un peu particulier, parce que c'est un régime de passage, en ce sens qu'en bas de la slide, vous voyez la... Voilà, oui, voilà, c'était en bas de... Voilà. Donc, vous voyez que la durée moyenne de présence dans le régime est de 9 ans, ce qui est très court. Vous voyez aussi l'équilibre du régime, c'est un régime équilibré. Et il a surtout donc comme caractéristique d'avoir, en fait, nous avons 14 millions d'actifs qui ont des droits dans ce régime. Et en nombre de cotisants effectifs, un peu plus de 2,5 millions de cotisants effectifs.
Aujourd'hui, c'est un régime qui a un rapport démographique favorable, puisqu'il est de 1,46. Par contre, c'est un régime dont le rapport démographique, on va le voir dans la slide suivante. Il y a une autre slide. Alors, non, je ne sais pas y être repris. Donc, ce qu'on voyait, l'évolution démographique du régime, on voyait donc qu'à l'horizon 2050, en fait, on passait donc d'un rapport démographique de 1,6 à 0,4. Et une montée en charge importante du nombre de pensionnés, puisque le nombre de pensionnés était multiplié par 3,4. Alors, c'est un régime, il faut préciser aussi que c'est un régime, donc je l'ai dit, par répartition, mais c'est un régime à points, à cotisation définie. Donc il y a une valeur d'achat du point, et ensuite vous accumulez des points, et ensuite il y a une valeur de service du point. Et donc le rendement du régime, c'est la valeur de service du point sur la valeur d'achat du point. Alors c'est un régime, lorsqu'on faisait les projections démographiques de ce régime, je vous dis tout à l'heure c'est un régime équilibré, mais on se rendait compte que assez rapidement, puisque entre 2012 et 2016, nous avions l'apparition d'un déficit technique de l'ordre de 3 milliards d'euros, déficit annuel à l'horizon de 2050. C'est un régime qui avait des réserves, mais là aussi les réserves ont été assez rapidement consommées. Nous serions arrivés à l'horizon de 2050 avec un déficit cumulé de 40 milliards d'euros. Donc, l'origine de ce déséquilibre, c'est qu'on est arrivé effectivement à un stade où l'augmentation, la croissance des cotisations était inférieure au rythme de croissance des prestations, dû au fait que ce régime était arrivé à maturité et dû au fait surtout de l'allongement de l'espérance de vie. Par ailleurs, c'est un régime qui avait des paramètres qui était totalement inadapté à l'allongement escompté de la durée de service des pensions. Pourquoi? Puisqu'en fait c'est un régime qui avait un rendement très favorable, puisque le délai de récupération des cotisations était de l'ordre de 8 ans. Par rapport au délai de service des prestations, on voit bien qu'il y avait un écart important. Donc la réforme a consisté en fait à jouer sur deux paramètres. D'une part, une hausse des cotisations, qui permettait d'améliorer le solde technique annuel et de participer ainsi à l'accumulation des réserves. Mais ceci n'était pas suffisant puisque la hausse des cotisations générait également une hausse des droits à pension. Si on ne touchait pas à la valeur d'achat du point. Donc de ce fait, en parallèle, a été mise en œuvre une baisse du rendement du régime en accroissant la valeur du point. Donc c'est en jouant en fait sur les deux critères, taux de cotisation et baisse du rendement, que la situation du régime en termes de projection peut s'améliorer. Vous avez dans la slide suivante. Vous voyez donc en rouge la situation du solde technique avant réforme, en bleu l'effet de la baisse du rendement et en vert l'effet cumulé de rendement et des cotisations, et on voit qu'on revient à un solde technique du régime quasiment équilibré. Alors cette réforme s'est associée en fait de critères de solvabilité réglementaire. D'une part, pour que le paiement des pensions soit assuré sur une durée de 30 ans par les cotisations futures et les réserves du régime, et puis avec une règle aussi de précaution, à savoir que le régime doit disposer à l'horizon de 20 ans d'un montant de réserve de précaution équivalent au minimum à une année et demie de prestations. Cette réforme s'est associée aussi à une réforme de la gouvernance du régime, en ce sens qu'elle a été confiée au conseil d'administration, enfin elle lui sera confiée à partir de 2018. Donc c'est le conseil d'administration du régime qui aura en fait à piloter les paramètres de ce régime pour en maintenir l'équilibre à terme. Voilà, donc en conclusion, une illustration concrète de l'impact de l'espérance de vie sur un équilibre d'un régime de retraite et de quelle façon, effectivement, en jouant sur les paramètres du régime, on peut maintenir un équilibre à terme. Merci.
Nous avons tenu le temps. Une question dans la salle, ou plutôt sur un débat? Une question dans la salle? Une question. Une question. Très bien. Merci à vous. 10h10. Vous voyez les mutuelles d'assurance? Non. Ah. Oui, juste, je voulais simplement savoir s'il était possible d'interpeller Jean-Michel Laxalt sur les propos de Brigitte Dormont, qu'elle pourrait peut-être détailler, sur la tarification des personnes plus âgées dans les mutuelles complémentaires, parce que c'est vraiment clé. Enfin, à la fois ce qu'elle a trouvé, il y a un paradoxe, à la fois le vieillissement, c'est pas le vieillissement qui est la cause mais les changements de comportement. Pour autant, nonobstant, les personnes âgées coûtent plus cher et ont tendance à être tarifées en conséquence par des mutuelles santé. Et ça me semble être très clé, en tout cas dans toutes les angoisses qui pèsent sur le vieillissement, la santé, etc. Cette vision un peu morbide, dans les deux sens des femmes, qu'on a sur le sujet. Merci. On commence à... Oui, actuellement, dans le secteur des complémentaires santé, on sait bien que les organismes sont très différents. Il y a des organismes mutualistes, il y a des organismes qui sont des assurances privées, il y a des institutions de prévoyance. Donc, j'aimais beaucoup l'idée de vieillissement de l'institution. Le secteur des complémentaires aussi a vieilli et se trouve devant une situation, et nous avons des mutuelles qui sont vraiment assises sur l'idée de solidarité entre les âges, et il y a même des mutuelles, la FGN, où la cotisation est proportionnelle au revenu. Et puis il y a d'autres secteurs où on paye une prime indépendante du revenu. Il y a des mutuelles de la fonction publique qui tarifient à l'âge, il y en a qui font des tarifs préférentiels pour les jeunes, etc. Donc actuellement, on est on hérite d'une situation où il y a des logiques de solidarité très différentes entre les organismes, mais ces organismes sont en concurrence les uns avec les autres. Et en France, il y a des mécanismes de solidarité, il y a des règles pour avoir un contrat solidaire ou un contrat responsable qui imposent quand même certaines contraintes en termes de solidarité pour l'accès à l'assurance. Mais il est autorisé de segmenter les contrats, c'est-à-dire qu'on peut ajuster des contrats en fonction pour cibler un public donné. Et donc on peut se retrouver, il y a des offres de complémentaires jeunes, il y a des offres de franchise cautionnée, il y a des contrats low cost qui permettent justement d'avoir un public plus ou moins jeune. Donc ça déjà, ça permet de tarifer à l'âge. Et par ailleurs, il y a vraiment des mutuelles ou d'autres organismes qui tarifient à l'âge. Alors actuellement, la situation est telle que, quand on regarde les statistiques, le taux d'effort, c'est-à-dire la part du revenu consacré à l'achat d'une complémentaire, varie beaucoup selon le niveau de revenu des ménages. Donc il y a des statistiques qui ont été calculées par l'IRDES et le Legos qui montrent que pour les ménages du premier décile de revenu au-dessus du plafond CMU, la part du revenu consacrée à l'achat d'une complémentaire est de 8% du revenu. Et que pour les ménages du décile supérieur, il est de un peu plus de 2%. Donc là, on voit bien qu'on a déjà une inégalité très forte dans l'accès à la complémentaire qui a à voir avec l'âge, hein, parce que ces ménages modestes, c'est pour l'essentiel des retraités qui se retrouvent dans cette tranche. Et donc, là où ça s'articule avec la croissance, pour revenir à la question, c'est qu'actuellement, on peut dire, bon, admettons 8%, on admet ça pour garder intacte l'organisation actuelle. Mais si les dépenses de santé continuent à croître, et passent non pas de 11%, mais à 20% du PIB, ce qui est possible dans les décennies à venir, à ce moment-là, si les complémentaires couvrent la croissance à venir des dépenses de santé, on voit bien que ces 8% vont devenir un niveau
complètement insupportable, et ils vont croître beaucoup plus que le doublement. Ça ne passera pas de 8 à 16, ça sera beaucoup plus. Enfin, ça sera, les gens renonceront à la complémentaire à ce moment-là. Pourquoi ça va croître beaucoup plus? Parce qu'actuellement, la complémentaire est facultative. Et donc les jeunes vont se désaffilier si les primes augmentent trop. Donc actuellement, on a une régulation qui, à mon avis, ne tiendra pas le choc de la croissance à venir des dépenses de santé. Il faut bien réfléchir collectivement à ce que nous voulons en matière d'équité entre les âges. Merci. Jean-Michel, un complément. Oui, alors, moi, je ne réponds pas en tant que responsable mutualiste, je ne le suis plus. Vous avez l'interlocuteur en fin de journée qui, lui, est en responsabilité. Quoi qu'il en soit, la question, son point de départ, c'est ce qu'a dit Guillaume Sarkozy tout à l'heure. Il a bien illustré le comportement des acteurs. Il a dit, une fois que sera défini ce qu'est la solidarité et le panier des biens de solidarité, les acteurs en concurrence exerceront. Donc, première question, qu'est-ce qui revient dans le périmètre de l'assurance maladie obligatoire, puisqu'on parle de santé, et à partir de là, quel est le champ d'action des complémentaires? C'est un débat qui avait été annoncé dès 2007 sur la solidarité nationale et la responsabilité individuelle à travers l'assurance. Ça, c'est la première donnée. Quel sera le panier des biens? Il y en a une autre que Brigitte Normand a juste un petit peu esquissé, parce que les complémentaires seront toujours facultatives ou obligatoires. Donc déjà, il y a des grandes règles du jeu, mais donc quel sera le comportement des uns et des autres? La sécurité sociale, elle a été fondée sur l'idée de responsabilité des acteurs. Et Pierre Larocque, il était deux grands regrets, il y a deux échecs. La responsabilité des partenaires sociaux qui ont conquis la responsabilité du système qui n'ont pas assumé, et la responsabilité des assurés sociaux, la Sécu voulant être une école d'éducation au comportement responsable. C'est autre chose que mettre 50 centimes par boîte de médicaments, parce que ça, c'est l'argument officiel, c'est la responsabilisation, puis il se trouve que le patient n'est pas responsable de la prescription. Donc l'idée de comportement et de responsabilisation, c'est une idée assez forte et qui mérite d'être travaillée. Alors, quel mode de tarification? Aujourd'hui, effectivement, pour ceux qui tarifient à l'âge, ce n'est pas le cas de tout le monde, j'ai pas eu la gentillesse de le dire, mais c'est la règle commune, la tarification à l'âge, parce qu'on tarifie souvent le risque, et le risque à la courbe qu'a évoqué Brigitte Normand. Et les acteurs dans cette concurrence-là ne sont pas dans la même position entre les nouveaux acteurs ou entrants dans l'assurance santé, donc on nous dise un portefeuille de jeunes, et ceux qui pratiquent l'assurance santé depuis 50, 80 ans, qui ont toutes les générations dans leur sociétariat. Et il y a aussi des différences selon que l'on soit dans les contrats individuels ou contrats collectifs d'entreprise. La complémentaire qui est aidée aujourd'hui par les pouvoirs publics et dans le très large consensus social, l'organisation syndicale, c'est la complémentaire santé en entreprise. L'exonération fiscale, sociale, tout le monde sait ça, pour des nombres de milliards que la Cour des comptes a fait beaucoup. Or, il s'agit de quoi là? On aide sur fonds publics, sur donc diminution du budget de l'État et du budget de la Sécu, à la complémentaire santé pour des personnes qui sont entre 20 et 60 ans, 62 ans. Les personnes les plus en difficulté pour l'accès aux soins ne sont pas là. Et qui plus est, selon qu'elles soient dans les grandes entreprises ou dans les petites entreprises, il y a aussi cadre ou pas cadre. En fait. On subventionne aujourd'hui, pour l'accès aux soins, de personnes qui sont dans les tranches d'âge et des situations qui ne sont peut-être pas les plus objectivement difficiles. Donc voilà la situation. Alors, comment faire les complémentaires? Il est admis donc tarification à l'âge. L'alternative qui est ouverte par l'étude, qu'évoque Brigitte Normand, c'est de regarder davantage les pathologies et le mode de recours aux soins. Alors là, on entre dans un champ qui est très difficile. Il est interdit désormais de tarifier à la pathologie. Bien. Le mode de recours aux soins, il y a la part du patient et il y a la part des acteurs professionnels, puisque le facteur essentiel de croissance, c'est le coût des pratiques. Comme je disais, le coût des pratiques. Le coût des investigations, de l'imagerie médicale, l'amortissement. Et là, l'un des facteurs essentiels pour peser sur ce coût-là, c'est le rôle de l'assurance maladie obligatoire. Selon ce qu'elle choisit de rémunérer, plus ou moins, l'amortissement des équipements d'imagerie médicale fait que la profession de santé qui a les revenus les plus importants sont les radiologues. Donc on a choisi l'amortissement technologique. On pourrait peut-être choisir d'autres logiques.
rémunérer plus le diagnostic que les actes techniques. Enfin, voilà, donc il y a dans la partie de réponse, je ne réponds pas pour la partie des complémentaires, mais le déterminant des coûts, qui est le moteur de la croissance des dépenses, c'est grandement l'assurance maladie qui en a le levier, les pouvoirs publics, parce qu'elle n'a pas tout à fait la moindre autonomie, l'assurance maladie, à travers ce qu'elle rémunère, et aussi la décision des acteurs professionnels. Il ne faut pas s'étonner que si les acteurs professionnels ont la liberté d'honoraires, ils amusent. Et ils amusent là où ils peuvent amuser, ce qui a un autre effet, c'est que l'on a un effet de marché. Les acteurs, notamment les médecins spécialistes, ou le secteur lucratif en hospitalisation, se concentrent là où il y a les revenus les plus importants. Forcément, si on a la liberté des honoraires, on va l'installation en est concernée, y compris les pratiques et les professionnels. Voilà, donc la question reste ouverte sur les comportements des complémentaires, mais ils ne seront pas les seuls à agir dans ces circonstances. Merci. Monsieur. Merci, moi j'aurais une question toute simple. Lionel Rago évoquait le fait qu'il avait utilisé un modèle macroéconomique, Procès-Bonnet, qui est plutôt optimiste. Que se passerait-il si on ne faisait pas justement l'ellipse de scénarios moins optimistes, en particulier si on prenait en compte deux phénomènes, à mon sens, plausibles, qui sont d'une part le fait qu'on soit dans une phase de transition qui risque d'être marquée par des gains de productivité nettement moindres et une sous-optimisation de l'allocation des ressources, et deuxièmement, si on intègre aussi des chocs qui soient donc d'ordre géopolitique ou éventuellement financiers, comme on peut le voir. Voilà. Le prix dans le Jean-Jean. On est dans le Jean-Jean. La réponse est prix Nobel. Bravo. Oui, deuxième réponse déjà, c'est un modèle équilibre calculable, génération avec c'est quand même des modèles qu'on appelle de long terme. Donc il n'y a pas les phénomènes de très court terme, etc. Mais bon, ce que vous avez évoqué, ça sera négatif par rapport aux besoins de financement. Donc, j'ai bien insisté, l'objectif, ce n'était pas que nous prédisions quel allait être le besoin d'effort par rapport au vieillissement. On s'est calé pour pouvoir discuter justement, on s'est calé avec les projections, on va dire, officielles. D'accord ? Mais il faut bien avoir en tête ce qu'il y a derrière. Et y compris d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est les ratios de remplacement. On ne les a pas présentés, mais ils sont aussi en baisse. Donc c'est pas. Enfin, faut voir tout ce qu'il y a derrière. Quand la courbe augmente aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a on maintient le flux migratoire entrant à ce qu'ils sont aux États-Unis. Oui. C'est toutes les quantités qui est plus élevée, mais c'est pas la principale cause, c'est les flux migratoires qui. Monsieur Barrault, une remarque. Ah non, mais j'approuve. Bon, mais. Monsieur Barrault. Ce qui est vrai, c'est que sans flux migratoire, l'Europe est très mal partie. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, il faut d'ores et déjà que la démographie qui vient de nous être exposée de manière remarquable pousse à ouvrir suffisamment les portes d'une immigration qui est nécessaire, sans laquelle nous retrouverons dans des difficultés insurmontables. Juste pour bien préciser, les projections démographiques de l'INSEE 2010, où on voit que la population active reste relativement constante et pas de problème, l'hypothèse sur les flux migratoires, c'est plus 100 000 nets chaque année. C'est les flux qu'on a connus dans les années passées, jusqu'à l'horizon 2020. Donc il y a quand même, dans ces projections plutôt optimistes sur la population française, il y a plus 100 000 nets, de flux migratoires. 10h24, prochaine table ronde, 10h25, c'est à vous.